Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous allons suivre un homme en quête d'aventure. Reste à savoir s'il va apprécier celle qu'il va trouver. C'est parti! Il n'aurait pas dû, Jean-Baptiste. Non, vraiment, il n'aurait pas dû. Mais avait-il le moyen de faire autrement? Une force supérieure en avait décidé ainsi depuis toujours. C'était son destin. Depuis sa plus tendre enfance, il a rêvé d'évasion, de grand large. Entre les murs de sa chambre, dans un vaste appartement un peu sombre du quartier latin, il ne pensait qu'à une chose, être explorateur, bourlinguer, parcourir le monde. On ne peut pas dire que cela ait été facile, loin de là. Jean-Baptiste Monnier était le fils de riches commerçants parisiens, et ces derniers ne voulaient pas entendre parler de ce genre d'existence. Il était leur fils unique. C'était lui qui reprendrait le négoce familial. Point final. En attendant, il fallait passer son baccalauréat et faire des études de droit, qui lui donneraient le bagage intellectuel convenable. Jean-Baptiste Monnier s'est incliné. Ce n'est pas un révolté, et de toute manière, les enfants n'ont pas grand-chose à dire face à la volonté de leurs parents dans les années 1860. Il a passé son baccalauréat et il s'est inscrit à la faculté de droit où il a poursuivi ses études. Jean-Baptiste Monnier n'est pas un révolté, mais c'est un obstiné. En apparence, il se montrait docile et soumis, mais en apparence seulement, car en grand secret, il n'avait pas renoncé à son projet. Pour cela, il a attendu d'avoir 21 ans, l'âge de la majorité. Le lendemain de son 21e anniversaire, sans le moindre bagage, avec en tout et pour tout son argent de poche, il a pris le train pour Nantes. Sur le bureau de sa chambre, il a laissé un mot pour ses parents, leur demandant pardon pour le chagrin qu'il leur faisait, mais leur disant que l'appel de l'aventure était plus fort. Il n'a pas perdu de temps. Dès qu'il est arrivé dans le grand port breton, il s'est rendu sur les quais et il a cherché le premier bateau en partance. Il a trouvé un cargo hollandais, le Batavia, qui appareillait le soir même pour Singapour. Il s'y est fait engager comme mousse et maintenant, en cette belle soirée de juin 1861, il regarde s'éloigner la rade de Nantes, la France et l'Europe. Pauvre Jean-Baptiste, s'il savait. Il n'aurait pas dû, non, vraiment, il n'aurait pas dû. Singapour n'est qu'une étape. La grande ville de Malaisie est certes au bout du monde, mais elle est beaucoup trop civilisée au gré de Jean-Baptiste Monnier. Ce qui l'attire, ce sont les îles de la Sonde qui, en cette seconde moitié du XIXe siècle, restent très mal explorées et en beaucoup d'endroits pas explorées du tout. À peine débarqué, il s'enrôle comme chef cuisinier sur un bateau de pêcheurs de perles à destination de Timor. Cette fois, il espère bien que l'aventure va être au rendez-vous. Il ne se trompe pas. Il va même être servi. 3 mois plus tard, il se retrouve en pleine campagne de pêche, lorsqu'une tempête épouvantable éclate. Le capitaine et ses matelots cherchent à sauver la récolte de perles. Lui s'en moque, et c'est ce qu'il sauve. Il saute du bateau, juste avant qu'il ne se fracasse sur les récifs. Il est peu après rejeté à terre, en compagnie du chien du bord. Sur le moment, il ne s'inquiète pas trop, il pense être sur Timor. Et il sait que là, il rencontrera du secours. Il lui faut 10 minutes exactement pour être détrompé. 10 minutes, c'est le temps nécessaire pour faire le tour de l'île. Car il s'agit nullement de Timor. Pendant la tempête, le navire a dû beaucoup dériver. Jean-Baptiste se trouve sur un îlot inconnu. Le voici donc naufragé. Par chance, il y a des ressources sur son île. Tout comme Robinson Crusoe, il survit grâce à la pêche et à la cueillette. Et tout comme ce dernier, il a un vendredi pour compagnon, car tel est le nom qu'il a donné au chien rescapé en même temps que lui. Sans vendredi, les choses seraient certainement bien plus difficiles. Il lui parle, il essaie de l'entraîner à la chasse, et même si c'est sans grand résultat, cela lui fait une occupation. Mais Jean-Baptiste en a une autre. Après avoir espéré quelque temps qu'on viendrait le secourir, il choisit de s'en sortir par lui-même. Il décide de se construire un radeau en assemblant des planches provenant de son bateau et rejetées par les vagues. Le travail lui prend 6 mois, et c'est pour éprouver la terrible déception de sa vie. La construction du radeau n'est pas en cause, mais il ne pourra jamais s'en servir. Son île déserte est en effet un atoll de corail entouré de récifs sur une centaine de mètres. Pour gagner la mer, il devrait hisser et traîner son embarcation sur chacune d'entre eux. Une tâche qui dépasse ses moyens physiques. Alors, puisqu'il ne pourra pas s'en sortir tout seul, Jean-Baptiste Monnier s'en remet à la Providence. Il doit attendre et espérer. En compagnie de Vendredi, il voit les jours succéder aux jours, les semaines aux semaines, les mois aux mois.
Par chance, le climat est idyllique toute l'année, beau et chaud, mais sans excès, avec de temps en temps un gros orage qui permet l'approvisionnement en eau. Et cela dure ainsi pendant 3 ans, jusqu'à un beau matin où Vendredi vient le réveiller dans la cabane de branchage qu'il s'est construite. Il est tout joyeux, remue la queue et semble vouloir l'entraîner de l'autre côté de l'île. Jean-Baptiste bondit. Jamais Vendredi ne s'est comporté comme ça. Il a découvert quelque chose. Un bateau à aborder. Il se précipite et éprouve, pour la seconde fois, une amère déception. Il y a bien des humains qui viennent sur son île, mais ce ne sont pas des sauveurs. Ce sont des naufragés comme lui. Un homme, une femme et un enfant indigène sont allongés, épuisés sur la plage, au milieu des débris d'une embarcation. Sur son bateau, dont les marins étaient de Timor, Jean-Baptiste Monnier avait appris les rudiments de leur langue, et il découvre ainsi qu'il s'agit d'une famille de pêcheurs de perles surpris par la tempête. Par une cruelle ironie du sort, ils sont tous exactement dans la même situation. Mais c'est tout de même pour Jean-Baptiste Monnier la fin de sa solitude, et c'est aussi, pour lui, une aide appréciable. D'abord, il apprend où il se trouve. Les naufragés sont timorais, et il lui désigne la position de leur île. C'est dans la direction du nord, et d'après eux, elle n'est pas très loin. Ensuite, ils sont d'accord pour tenter la chance grâce au radeau, et avec leur aide, Jean-Baptiste Monnier parvient à franchir les récifs. C'est sans regret qu'il voit disparaître ce qui a été le cadre de son existence pendant 3 ans. Vendredi se serre contre lui. Il n'est pas trop à l'aise sur le radeau. Jean-Baptiste lui parle d'une voix rassurante. « Ne t'en fais pas, Vendredi. Timor est tout près. Nous y serons dans 2 jours, 3 tout au plus. » Mais une semaine s'écoule sans qu'aucune terre apparaisse, et Jean-Baptiste, qui, dans les innombrables lectures qu'il a fait en cachette, a appris à faire le point grâce aux étoiles, s'aperçoit que l'embarcation ne va pas vers le nord, mais exactement dans le sens inverse, plein sud. Des courants doivent la diriger dans cette direction. Or, c'est celle de l'Australie. Et plus précisément, de la partie la plus sauvage, la plus mal connue, la plus inhospitalière du pays, le district de Kimberley. Par chance, il ne rencontre pas de tempête et il touche terre après 10 jours de dérive. Qu'ils ne se retrouvent pas à Timor, ils en ont aussitôt confirmation. Des indigènes ont dû les voir de loin et ils ont préparé leur comité d'accueil pour leur souhaiter la bienvenue. Dès qu'ils prennent pied sur la plage, ils sont entourés par des êtres à l'aspect effrayant, des hommes de petite taille, à la peau grise, aux cheveux crépus, au nez épaté percé d'un os. Des créatures de cauchemar qui semblent tout droit sorties de la préhistoire. Ces charmants personnages ont à la main des boomerangs, des casse-têtes et des saguets. Le couple de Timorais tremble de tous ses membres et Jean-Baptiste n'emmène pas large non plus. Il n'y a que Vendredi qui, ravi de trouver une compagnie nouvelle, va vers eux en remuant la queue. Après un moment d'hésitation, le jeune Parisien décide d'aller à leur rencontre lui aussi. N'était-ce pas ce qu'il voulait? Vivre la grande aventure? Alors, perdu pour perdu, il doit faire preuve de courage. Il se campe devant eux et leur adresse la parole d'une voix forte. « Mes amis, nous nous plaçons, mes compagnons et moi, sous votre protection. Conduisez-nous aux autorités de ce pays. » Il a dit les premiers mots qui lui sont passés par la tête, mais à peine a-t-il fermé la bouche qu'à sa stupeur, il les voit se prosterner devant lui en poussant des petits cris qui expriment quelque chose comme du respect et de la peur. Il comprend alors que c'est la première fois qu'il voit un homme blanc et qu'ils le prennent pour un dieu. D'un côté, il en est ravi, car il est à peu près sûr qu'ils ne lui feront pas de mal. Mais d'un autre, cela en dit long sur le degré d'isolement et d'arriération de cette peuplade. S'ils n'ont jamais vu de blanc, ils ne sont pas prêts de lui faire rencontrer les autorités anglaises de colonisation. Mais de cela, il avisera plus tard. Ils ont tous la vie sauve et c'est l'essentiel. Pour l'instant, il faut faire bonne figure et s'en remettre au destin. Après de grandes marques de déférence, les indigènes l'accompagnent jusqu'à leur village, à quelques heures de marche de là, et l'installent sur une sorte de trône fait de branchages. Le soir a lieu un grand banquet en son honneur. Le jeune Jean-Baptiste en est encore à se remettre de ses émotions, tout en échafaudant ses premiers plans d'avenir, lorsqu'il s'aperçoit avec dégoût que la viande qu'il est en train de manger est de la chair humaine. Et son dégoût se change en horreur quand il découvre que ses 3 compagnons, l'homme, la femme et l'enfant de Timor, ne sont plus là. Il jette son écuelle avec un cri épouvantable. « C'est ignoble, vous êtes des assassins, des monstres !» Les indigènes le regardent, surpris, et après un moment d'hésitation, ils jettent à leur tour leur repas. Telle est la première journée que Jean-Baptiste Monnier passe avec ses nouveaux compagnons dans un endroit inconnu du district de Kimberley. Et il se rend vite compte que ces journées avec eux, il va y en avoir d'autres, beaucoup d'autres.
car il n'est pas question de les quitter. Il est leur roi, mais il est en même temps leur prisonnier. À la moindre tentative pour s'enfuir, c'est lui qui se retrouvera dans leur assiette. Alors, puisque le destin a fait de lui le chef d'une tribu d'anthropophages, Jean-Baptiste Monnier s'efforce de remplir son rôle le mieux possible. Il découvre que, dans le fond, ce ne sont que des pauvres gens affreusement arriérés. Avec ses connaissances toutes simples, mais fabuleuses par rapport aux leurs, il transforme leur existence. Il leur apprend les rudiments de la médecine, qu'ils possèdent, et il leur fait bâtir des cases plus dociles et plus grandes. Il leur enseigne à creuser des puits pendant la saison des pluies pour avoir de l'eau pendant la sécheresse. Non sans difficulté, il les fait renoncer à l'anthropophagie. Il met fin aussi à la pratique barbare qui consiste à tuer la seconde fille d'un même couple. Pour ses enfants épargnés, il instaure une sorte d'orphelinat, une grande bâtisse où elles sont élevées par la communauté. Une mesure qui porte ses fruits une quinzaine d'années plus tard, lorsque les hommes des tribus voisines prennent l'habitude de se rendre à l'orphelinat pour y choisir leur épouse en faisant à chaque fois de riches cadeaux. Oui, une quinzaine d'années plus tard, car Jean-Baptiste Monnier reste avec ses sauvages de Kimberley 19 ans. Marié à une indigène, dont il a de nombreux enfants, il a même le temps de devenir grand-père. Au fil des années, il parvient quand même à prendre progressivement de la liberté. Il part fréquemment pour des longues expéditions solitaires, dans l'espoir fou de rencontrer un explorateur, un missionnaire. Un jour enfin, il découvre non pas un blanc, mais tout comme des traces de bottes près d'une rivière. En grand secret, il réunit ses provisions et il part la nuit seul. Il marche pendant des semaines et il finit par arriver à un petit village de chercheurs d'or. Cela fait 22 ans qu'il a fait naufrage avec le bateau de pêcheurs de perles hollandais. Mais il n'est pas encore au bout de ses peines. Il reste encore 3 ans dans le village des chercheurs d'or, exerçant l'activité de cuisinier afin de se payer un moyen de transport pour Melbourne. Là, il se fait engager, toujours comme cuisinier, sur un cargo en partance pour la France. Un nouveau naufrage au large des côtes de Ceylan retarde son retour d'1 an. Et ce n'est qu'en 1887 qu'il retrouve Paris. En 26 ans, tout a changé. Haussmann est passé par là et il ne reconnaît rien. Il se retrouve aussi absolument seul. Ses parents sont morts. Le reste de sa famille ne veut plus entendre parler de lui. Ses amis se sont éparpillés dans toutes les directions. Alors Jean-Baptiste Monnier tente de survivre comme il peut, en faisant le récit de ses aventures dans les journaux, dans les conférences, mais il ne parvient pas à s'habituer à la civilisation après avoir vécu si longtemps dans la préhistoire. Après 6 mois de cette existence, il décide d'y mettre un terme. Un batelier repêche son corps dans la Seine. Il n'aurait pas dû, Jean-Baptiste, non vraiment, il n'aurait pas dû. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Après avoir longuement quitté la civilisation, Jean-Baptiste n'aura pas pu s'y replonger comme si de rien n'était. À bientôt, les petits angoissés.